côté de l'accuseur quand on fait un Qu'est-ce que tu as trouvé du cas Caterina? Bon, moi j'ai trouvé qu'il a envie de mettre de la couleur locale d'abord. Il y a ça. C'est-à-dire il raconte qu'il est dans sa balade les hauts et Ah oui, et puis je lui conserverai son dialecte, etc. Et puis c'est seulement... C'est très littéraire. C'est un côté le bon air pur, malgré le bon air pur, on a quand même des névroses. Voilà. Et Von Jacobson dit il faut le voir avec son chapeau de tyrolien et son... Il est en tyrolien. Il est en plein, mais habillé comme un tyrolien. Et puis j'ai pensé à l'architecture de ce chalet, c'est-à-dire qu'elle parle de gang, donc c'est un couloir, et traduit par Anne Berman, traduit par Palier. Depuis le couloir, on voit la chambre. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Eh bien, la seule façon de l'imaginer, à mon avis, c'est que c'est un couloir avec les chambres d'un côté, puis de l'autre côté une série de fenêtres, et puis la chambre, elle a aussi une fenêtre. Donc, elle a vu, et on dit son oncle, mais le père avec Francisca à travers 2 vitres, n'est-ce pas? Enfin, c'est des détails, mais ça m'a intéressé d'imaginer concrètement la situation. Alors, voilà, elle dénonce à ce moment-là, ça elle dénonce à la mère, elle n'a pas encore dénoncé le fait que le père avait eu un acte sexuel à son égard. Il l'a dit que plus tard, alors la mère a dit « Ah, ben ça on pourra l'utiliser si on va au tribunal. » Mais... oui. Mais est-ce qu'il y avait lieu de dénoncer la vue Non, mais pas, non, je m'exprime mal. Est-ce qu'il avait lieu de le dire alors que c'était déjà nommé quelque part? C'est ça, c'est-à-dire que là, il n'avait pas les circonstances pour le faire, parce que ce n'était pas une thérapie avec un cadre, il est là, et puis il apprend petit à petit lui-même. Et je ne sais même pas si à l'époque, légalement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir si on dénonçait l'abus. Oui, mais je ne parle pas de dénoncer juridiquement, mais au moins, dans l'entretien, c'est à faire ça. Cliniquement. Cliniquement, oui. Au niveau des symptômes de Caterina, parce que c'est aussi un autre cas qui est résolu de façon... Tout est très simple et facile dans les résolutions, dans les études sur les stériles. Le rapport entre le psychisme et le corporel aussi, ici, il est marqué d'une façon qui m'a beaucoup étonné. Parce qu'il dit ceci, il dit... où est-ce que c'est cette histoire-là? Oui, comme il dit, un cœur virginal. Virginales Gemüt, n'est-ce pas? Qui peut être choqué par la sexualité. Mais l'histoire que depuis le complexe des sensations, de Angst, donc il dit ceci, il y a le complexe des sensations liées à la peur, et elle relève là un facteur d'oppression respiratoire. Atembeengung, oppression respiratoire, ungebührlich hervor. Ungebührlich, ça veut dire de façon incongrue. C'est comme si l'apparition, il disait que dans un contexte d'angoisse, l'apparition de l'oppression respiratoire est un facteur inattendu. Ungebührlich, c'est-à-dire, ça peut signifier obscène, mais ça signifie surtout incongru. Alors que c'est une expression assez courante de peur d'avoir un symptôme respiratoire, c'est pas inattendu. C'est ça, c'est normal, l'hyperpnée même, c'est un des... Et là, il ne traduit pas ce mot d'ailleurs dans le français. Mais moi j'ai été étonné j'ai été étonné de son étonnement. Ils ne traduisent pas? Ils ne traduisent pas le mot ungebührlich. C'est l'élément suffocation que la jeune fille soulignait dans ce complexe d'angoisse. Freud dit dans ce complexe d'angoisse, étonnamment, de façon incongrue, la jeune fille parle de suffocation. C'est curieux qu'il trouve ça étonnant. Enfin bon, c'est un détail. Puis alors, le petit cas en note, n'est-ce pas? On me dit c'est pas ça. Non, c'est quand même ça. Quel cas tu parles? Du cas qu'il y a en note du Catarina, enfin c'est quelques lignes, n'est-ce pas? Je vais décrire le cas où ce rapport causal m'est apparu pour la première fois.
Je traitais une jeune femme souffrant d'une névrose compliquée et, comme il arrive souvent, refusait d'admettre que ses troubles étaient survenus après son mariage. Il m'objectait qu'étant jeune fille, elle souffrait déjà d'accès d'angoisse qui se terminait par un évanouissement. Je tins bon. Il a tort de tenir bon, puisque justement, ça va contre ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Et puis elle me dit, voilà, c'est qu'elle a vu son père entrer dans la chambre de la mère, et puis elle a entendu du bruit après. Et puis, n'est-ce pas, son cœur virginal. Hein? Le cœur virginal. C'est quand même un peu... La question de la virginité avait toute son importance, c'était Bien pas entendu. C'était un côté dramatique. Mais tu avais parlé au début de la question méthodique de Freud. Hein? Dans le cas Caterina, on voit quand même la méthode de Freud, mais autrement, d'une façon beaucoup plus souple, moins comme ça, systématique, comme on peut voir dans le cas de Miss Lucière. Oui, il faut dire que c'est un autre contexte. Il est en dehors de son cadre. C'est ça. Il a pensé quand même à utiliser l'hypnose, mais il s'est dit que l'hypnose dans les montagnes, ça n'allait pas marcher mieux que l'hypnose. Et que la conversation va tout aussi bien. Surtout que lui, il n'est pas doué pour l'hypnose. Oui, mais si on voit ces deux cas, que ce soit le cas de Miss Lucière et le cas de Caterina, qui sont des cas beaucoup plus simples que par exemple de Amy Fonen, en même temps, on voit la méthode plus clairement que dans le cas d'Amy Fonen. Dans le cas d'Amy Fonen, il y avait ces descriptions qui étaient tellement lourdes au début, c'était les notes qu'il prenait tout de suite après chaque séance, il prenait des notes, et il montre des notes exhaustives, et là on voit moins clairement son... Parce que ça s'embrouille finalement, toutes ces hypnoses qui marchaient plus ou moins bien ou ne marchaient pas. On voyait ces échecs, ces réussites dans le cas d'Amy Fonen, et tandis que dans la description de Miss Lucière, surtout, les choses sont beaucoup plus claires. Il est un peu moins médical quand même dans ces deux textes, je trouve. Surtout dans le Caterina. Parce qu'il y a ce côté d'exhaustivité, de tout dire, qui est un peu, que je trouve pénible, parce qu'on perd le fil, et là, c'est déjà un peu plus souple. Il est moins à vouloir faire le lavage auto, le lavage des souvenirs, quand même un peu moins, je trouve. Il reste quand même assez autoritaire, il y a un petit côté interrogatoire de police, il pose ses questions, mais il est un peu moins médical, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit changement, je ne sais pas en combien d'années mais ça s'est fait. pour lui, ça reste encore très important, la question du charisme et de l'autorité du médecin. Et il parle beaucoup de ça dans ce cas de... il dit qu'il renonce à induire le somnambulisme, c'est ça, l'hypnose, la conversation va tout aussi bien, mais il faut quand même forcer le patient à fermer les yeux. Willkürlich, exprès, donc il insiste. Ça veut dire, il parle de la résistance de la patiente et il oppose ça à l'autoconfiance du médecin. C'est ça qui est intéressant. Et cette autoconfiance fait partie de la méthode. C'est pour que ça marche, il faut que le médecin dise ça marche. C'est là qu'il est encore médical dans le. Hein? Ça veut dire, il a besoin d'être en autoconfiance. C'est le charisme en fait qu'il admire tellement chez Bernheim, qui marche tellement bien pour Bernheim, et que pour lui, il ne marche pas, parce que lui, justement, son autoconfiance, elle est de temps en temps, elle vacille. On voit l'effort qu'il essaye de faire pour s'imposer par rapport à soi-même, pour s'imposer par rapport à la patiente. Donc ce qui est intéressant, c'est que plus grande la résistance de la patiente, plus petite est l'autoconfiance du médecin. Et puis l'autre point, c'était justement ce charisme de Bernheim qu'il a admiré tant, et que pour lui c'était la raison de l'efficacité de la méthode de Bernheim, qu'il essaye d'ailleurs de reproduire, mais autrement, sans passer justement par l'hypnose, parce que son charisme n'était pas à la hauteur de Bernheim. Oui, mais l'autorité et la domination, ça se travaille. Là, la domination et l'autorité, ça se travaille. oui, c'est-à-dire que c'est aussi un travail de mise en condition, disons. Hein? Donc, et que ça faisait partie à l'époque
Donc cette autorité, il fallait qu'elle soit présente pour qu'il y ait une possibilité, pour que ça ait des effets. Donc je pense qu'il était un peu conscient de ça, sans mettre beaucoup de mots, mais c'est-à-dire que cette position de celui qui sait du sujet sachant, c'était important pour qu'il s'ait des effets. Il ne va jamais lâcher cette histoire. Et on sait qu'encore aujourd'hui, ça marche. Encore aujourd'hui, ça marche, mais moins qu'à l'époque, parce que déjà, le médecin ou le psychanalyste, ils n'ont pas socialement la même autorité qu'à l'époque. Exactement. D'une part, ça, il y a l'aspect social, mais aussi il y a la question de toute l'élaboration du sujet supposé savoir. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire encore aujourd'hui, quand on va chez le docteur pour de quelque chose, on va pour une consultation. On va pour consultation. On va chercher à en savoir qu'on a pas. Et d'emblée, Freud, il dit ces choses qui nous font penser déjà à l'accord, il dit qu'au fond, elle savait de quoi elle souffrait et l'origine de ce qu'elle souffrait. Il tire parti de cette position, et de plus en plus consciemment, parce que je pense qu'au départ, il voyait des effets, mais de plus en plus consciemment. Bon, l'époque aidait aussi, cette assise du notable, etc. Donc ça aidait. Mais petit à petit, je crois qu'il commence à avoir des effets presque palpables dans son dispositif. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant la manière dont il se détache un peu de cette position d'autorité, en tenant compte de sa propre perception quand il dit « j'étais fatigué de dire des choses que j'avais appris qu'il fallait dire et que j'en avais marre de dire ça. Et alors j'ai préféré me débarrasser de ces mots et de l'embarras que ça me crée. » Oui, mais j'ai pensé beaucoup à moi au début de ma pratique, où j'étais supervisée par des claniens qui me disaient qu'il fallait faire des interprétations comme ci, comme ça, le pénis à travers la gorge, etc. Et puis, moi, je disais ça aux enfants, les enfants me regardaient avec des gros yeux. Aujourd'hui, tu serais... Et ça ne marchait absolument pas. On te signalerait au SPJ. Et puis, j'ai commencé à cacher à mes superviseurs que je disais pas du tout ça, parce que j'étais très mal en point. Après, je me disais, mais mon Dieu, puis je ne voyais pas continuer à dire ces bêtises aux enfants. Ils me regardaient, mais qu'est-ce qu'elle a, la dame? Donc, c'était très difficile. Je me suis un petit peu inconnue, mais pour moi, c'était plus dramatique que pour lui, parce que, voilà, il avait plus d'assises que moi dans ma pratique. Il s'est rebellé rapidement contre la technique qu'on lui imposait, mais que lui-même, il voulait appliquer. Au début, il voulait vraiment. Mais c'est ça qui est un peu insupportable, en tout cas pour moi, que ce soit dans les écoles de psychanalyse ou dans les institutions, il y a cette espèce de position de maître qu'ont les personnes qui veulent apprendre aux autres, et puis il y a telle chose à faire, et puis on doit procéder de telle manière. Bien sûr qu'il y a des lignes un petit peu générales où il faut être attentif, mais après, chacun doit trouver un peu son style quelque part. Et qu'est-ce qui nous prouve que telle méthode est meilleure que telle autre? Je pense que ça c'est historiquement déterminé. Il y a eu un moment dans l'histoire de la psychanalyse, peut-être on va revenir à ça plus tard dans d'autres cas aussi, où c'est devenu extrêmement coercitif, le cadre, la méthode, etc. Et où il y avait une obligation d'universalisation, où tout le monde devait travailler de la même façon. Il y avait peu d'espace pour Il y a quelque chose de coercitif dans les séances, mais aussi dans les réunions, dans la formation et dans les groupes d'intervision. Et je t'ai montré l'article d'Enni, n'est-ce pas, où on voit comment il raconte ces espèces de... C'était le bureau politique, ces séances d'intervision, c'était le bureau politique. Il y avait des consignes, ne pas parler pendant les 3 premières séances, ne rien dire, des choses comme ça. Qui sont une absurdité. Mais qui c'est encore pratique. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. C'est encore pratique. Il faut lire l'article de même à l'écrit, Malfoutu, mais où il a l'honnêteté de dire ce à quoi il a pendant des années, à quoi il a participé. Parce qu'on a l'impression qu'à cette période ici, à la fin du 19e siècle, le rapport avec le maître était moins fort qu'il a pu être plus tard, justement dans les années 50-60, à l'apogée, même 70, ou à l'apogée de... Et ce qui est frappant, si on voit certains patients qu'on suit actuellement, qui ont suivi des traitements analytiques où la personne ne disait rien, puis ils sont partis,
certains me disent qu'ils ne voyaient pas le sens, et puis Mais d'autres encore ne disaient rien. aujourd'hui, j'ai des patients qui vont des fois faire des consultations, donc à la consultation publique, à la psychiatrie d'adulte, et il dit, mais ça fait 3-4 séances qui je vais, il me fait que poser des questions, puis il me dit rien, donc il se sent vraiment très comme... À l'opposé, il y a l'attitude de Roustan qui dit, le psychanalyste, lui, il dit, moi, je fais partie du mobilier. Moi, j'aime partie du mobilier. C'est l'autre extrême. J'aime mieux cet extrême-là. Moi, je trouve que c'est... Il faut être présent, il faut dire des choses. Mais bon, il y a l'attitude complètement autoritaire, il y a l'attitude consistant à dire je fais partie du mobilier. Oui. Moi, j'aime mieux cette attitude-là. Peut-être que ça va trop loin. Et quelle attitude du mobilier? C'est François Roustan. Oui. Il dit, moi, je fais partie des normes. Le patient vient ici, et moi, je suis un des éléments, un élément du cadre. Il intervient. Oui, mais il intervient. Oui, mais c'est pas la même idée que dans la psychanalyse des années 50 où il disait qu'il fallait rien dire. C'était un Anglais, je pense qu'il s'habillait d'ailleurs toujours de la même façon pour maintenir le cadre inaltéré. Il fallait que le cadre soit toujours le même. C'était Meltzer. Je pense que c'est Meltzer. Oui. Probablement. Les Kleiniens, ils étaient vraiment très très rigides. Mais Freud, là, il ne prend pas du tout la position du meuble, hein, donc il pose des questions. Il parle, il questionne. Alors, Freud, il est dans un combat avec cette question de l'autorité du médecin. En même temps qu'il veut échapper à l'autorité, toute la psychanalyse, et à certains moments, il trouverait même que l'hypnose était trop autoritaire, et c'est pour ça qu'il va vers la psychanalyse, vers l'association libre qui est moins autoritaire, et en même temps, il a besoin de l'autorité pour pouvoir... Mais tout en se basant sur des propos de Verneuil, il le dit. Que les personnes qui ont été en état somnambulique se rappellent quand même le lendemain, si on veut. Il part quand même de là. Ouais. Je crois qu'il dit ça enseignement plus ou moins. Ouais. Mais pardon. Ok. Alors, merci. Merci beaucoup, Jean. Et pour la prochaine fois, alors, ça serait vraiment le cas d'Elisabeth von Eyre. On pourrait faire éventuellement reprendre un peu Katharina avec Elisabeth von Eyre. De toute façon, on reprend un peu toute l'idée, on fait la synthèse. Donc l'idée, ça serait qu'on puisse se voir la prochaine fois. Il y aurait aussi Luci Baggi, elle vient de la littérature, puisque l'idée, c'est que justement ces cas de Freud sont entre la question médicale et le littéraire, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué par être littéraire. Donc, l'idée qu'une personne qui est venue de la littérature comme Luci Baggi puisse faire un regard littéraire sur les cas cliniques de Freud. Au contraire de, par exemple, lorsque Freud il fait un regard psychanalytique sur la littérature, là, c'est le littéraire qui fait un regard littéraire sur Freud. Donc, nous serions avec elle aussi. Et donc, l'idée, ça serait en septembre.